Figaro Live, il est 11h11 passé de quelques minutes, mais est-ce qu'une fois dans l'histoire politique de ce pays, la Cour des comptes a été entendue? Cette question, c'est peut-être la vôtre, elle est signée d'un internaute du Figaro, et vous, si vous ne l'avez pas signée, cette question, si vous ne l'avez pas formulée, qu'en pensez-vous? En attendant, on vous pose une autre question, l'État doit-il plus suivre les recommandations de la Cour des comptes? C'est une question à laquelle on vous demande d'aller répondre tout de suite sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Bonjour Guillaume Guichard. Bonjour. Vous êtes le spécialiste des questions fiscales et des politiques publiques au Figaro Économie. Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes, si j'ose dire, en avant-première. Quel regard, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce cru 2019 ? C'est qu'on a à peine passé le mois de janvier, que la Cour des comptes s'inquiète déjà pour le déficit de l'année entière. C'est prématuré? On a peur avant d'avoir mal? Non, c'est pas prématuré. C'est un premier avertissement qu'adresse la Cour des comptes à Emmanuel Macron. C'est pas une trouille de comptable? Non, il y a des effets. Comme ils disent, ils se basent que sur des faits. Et donc, c'est pas. Mais le déficit, c'est pas encore produit. Le déficit, c'est pas encore produit. C'est une prévision. C'est une prévision. Alors, ils n'ont pas fait de prévision de déficit très précise. Ils n'ont même pas fait du tout à ce stade. Mais ils disent, si vous continuez comme ça, on va sérieusement déraper. Et on vous tapera encore plus fort sur les doigts la prochaine fois. Donc, ça veut dire qu'on va sérieusement déraper. On va avoir un déficit plus fort que les 3% de PIB autorisés par les critères de Maastricht et par les critères européens, alors que, pour l'instant, le gouvernement, lui, estime qu'il sera en dessous de cette barre fatidique des 3%. Alors, le gouvernement pensait être en dessous avant le plan de 11 milliards d'euros d'Emmanuel Macron présenté en décembre pour calmer la colère des Gilets jaunes. Mais après ce plan, qui pèse quand même donc 11 milliards d'euros, on passe au-dessus des 3% et le gouvernement a dit on sera à 3,2%. La Cour des comptes, elle, dit attention, si vous continuez comme ça, on sera même au-delà. 3,4 ? 3,4, 3,5. Tout dépend aussi de la conjoncture économique, les hypothèses de croissance que le gouvernement a prises pour construire son budget sont sont très optimistes et du coup moins de croissance et moins de recettes fiscales, c'est plus de dépenses aussi et donc du coup plus de déficit. En tout cas, les sages, eux, ne pensent pas, ne partagent pas le scénario, sont moins optimistes dans leur scénario sur la croissance que ne l'est le gouvernement. Tout à fait. Le fait marquant, donc vous le disiez, que les sages mettent en cause les mesures décidées par Emmanuel Macron lors de la crise des Gilets jaunes. Pour eux, les Gilets jaunes, ça n'existe pas. Non. Alors, c'est là que la Cour des comptes se tient sur une ligne de crête qu'elle répète à chaque fois, à chaque rapport. Elle dit « Nous ne commentons pas la justesse des mesures prises par le politique. » mais on tape sur le doigt sur le politique. Non, pas du tout. Au contraire, elle dit « Ce n'est pas le pouvoir des juges. Nous, on ne fait que dire quelles seront les incidences de ces mesures sur les comptes publics. » Bon, en même temps, c'est dire que si on dérape, c'est à cause de ces mesures et que, bon, voilà, c'est quand même remettre en cause quelque part ces mesures. Mais officiellement, ils ne remettent pas en cause les mesures. Ils ne disent rien sur le bien fondé ou non. Ils disent juste, attention, si vous ne réduisez pas les dépenses de l'État par ailleurs, on va vers un dérapage important du déficit public. Alors, dans le collimateur des sages, il y a notamment cette année, chaque année, il y a une institution, une entreprise. Là, cette fois-ci, il y a notamment EDF. Est-ce que, donc, il dénonce un certain nombre de privilèges dont jouissent les salariés d'EDF. Est-ce que ces privilèges, en tout cas quand on lit le rapport, est-ce qu'on sait si ces privilèges dont jouissent les salariés d'EDF, donc notamment en gros de ne pas payer ou de ne quasiment pas payer leur facture d'électricité notamment, est-ce que ça explique le coût élevé de la facture énergétique? Parce que par contre, la facture EDF des Français, elle, en général, augmente, et c'est ce que dénoncent aujourd'hui les Gilets jaunes. La facture énergétique en France, la production d'électricité en France est moins chère qu'en Allemagne, historiquement. Après, il faut ajouter au coût de production d'électricité les taxes. Et les taxes représentent une part énorme du coût de l'électricité en France. Alors pourquoi les taxes? Notamment pour l'entretien du réseau, etc. Et puis c'est vrai que EDF… Et pour les privilèges? Alors pour les privilèges… pour la politique salariale avantageuse d'EDF? Oui,
politique salariale avantageuse, les salariés, les cadres sont payés 10% de plus que dans la concurrence. En même temps, la concurrence n'est pas très présente. Et bon, EDF étant une très grosse boîte, elle paye mieux ses salariés. Total paye aussi mieux ses salariés que d'autres boîtes concurrentes sur le même secteur. Mais bon, quand même, comme en plus ils sont censés rendre un service public, on pourrait regarder d'un peu plus près, effectivement, comme l'a fait la Cour des comptes, les salaires de ces salariés. La Cour des comptes a l'habitude donc de tenser un certain nombre d'institutions, à commencer par l'État, sur la façon dont sont gérés les comptes publics et de pointer un certain nombre de dérives. Est-ce que cette année, dans le rapport, elle décerne des bonnes notes, des satisfaits? Est-ce qu'il y a des meilleures gestions dans certains endroits? Alors, elle en décerne toujours. C'est en fait Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, tient toujours un discours en deux temps. Le premier temps, attention, on va dans le mur. Deuxième temps, il est possible de faire mieux. Donc, il est possible de faire mieux. Où est-ce que ça s'est amélioré? Alors, ça s'est amélioré. Je n'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, parce qu'effectivement, nous, ce qu'on retient, c'est les choses qui vont mal, parce que c'est ça qu'il faut améliorer. Donc, c'est là-dessus qu'il faut insister. De façon générale, de toute façon, la Cour des comptes est quand même très pessimiste. Là, elle a tenu un discours qui m'a frappé, qu'elle ne tenait pas avant, qui est de dire attention, si on continue comme ça, l'effort de réduction des déficits est moins fort qu'avant, on fait moins d'efforts pour réduire le déficit. En cas de prochaine crise économique, on sera beaucoup moins armé qu'auparavant, qu'en 2009 par exemple, pour contrer ces effets de la crise. Nous avons fait un travail avec François Eccal au Figaro. François Eccal, c'est un membre de la Cour des comptes en détachement. On lui a demandé de faire des simulations. On lui a demandé de regarder quel serait le déficit et la dette de la France si on vivait à nouveau la crise de 2009. Et alors là, aujourd'hui, on est à 98% de dette. On passerait largement les 100%, la barre des 100%. On arriverait à 114% de dette. Et en plus, c'est un scénario, on va dire, minimaliste, puisque c'est juste en regardant mathématiquement si la croissance se cassait la figure, où irait le déficit et la dette. Mais il faudrait rajouter aussi, comme en 2009, le coût de plan de sauvetage pour les banques, qui ont coûté plusieurs milliards. Il faudrait ajouter aussi éventuellement des mesures sociales pour accompagner les plus pauvres dans cette crise. Donc vraiment, la Cour des comptes le dit, et les travaux qu'on avait faits au Figaro le montrent, si la crise de 2009 se reproduit, on va vraiment dans le mur. On n'aura pas forcément les moyens de faire autant que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en son temps. La Cour des comptes s'inquiète d'un dérapage du déficit plus important que prévu. C'est le titre de votre article qui est à retrouver sur lefigaro.fr, rubrique économie. Alors, l'État, lui, doit-il plus suivre les recommandations de la Cour des comptes? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter, #FigaroLive, #lesdécrypteurs. Sans surprise, vous êtes une large majorité à répondre oui. Vous nous dites pourquoi, vous continuez de commenter, vous continuez de poser vos questions. On y reviendra dans une deuxième partie. Ce qui est sûr, c'est que, en tous les cas, en termes d'affichage, le gouvernement fait tout pour rassurer les sages, comme l'illustre cette déclaration du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'était sur le plateau de France 2. Vers la fiscalité compliquée, je vole avec des idées simples. La première idée, c'est que les impôts doivent baisser. Vous m'entendez, Caroline Roux? Les impôts doivent baisser. C'est la première idée simple. Deuxième idée simple, pour que les impôts baissent durablement, il faut que la dépense publique baisse durablement. C'est une deuxième idée très simple, mais elle me semble tout à fait valable. Bonjour Nicolas Lecossin. Bonjour. Ça devrait vous plaire, ce discours de Bruno Le Maire. Les impôts doivent baisser, la dépense publique doit baisser. Vous êtes patron de l'IREF, vous êtes un des plus grands traqueurs de la dépense publique et de la boulimie fiscale. L'IREF, l'Institut de recherche économique fiscale, donc, que vous dirigez en France, c'est un think tank libéral et européen. Écoutez, si on regarde toutes ces déclarations ces dernières semaines, elles se contredisent. Donc, si celle-ci me plaît, peut-être demain, celle qu'elle fera demain, elle ne me plaira pas. Donc, je suis très sceptique sur ces déclarations. J'attends les faits. À l'IREF, justement, on regarde un peu ce qui se passe, on regarde vraiment les réformes et ce qu'il faut dire. Et on n'est pas du tout étonné par ce rapport de la Cour des comptes. Tous les ans, c'est presque la même chose. Ça fait des années que ça dure. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme de l'État en France. Il n'y a pas eu de baisse des dépenses publiques. On est pratiquement le seul pays à ne pas avoir réformé l'État. Est-ce que vous pensez, au regard de ce rapport, qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû prendre les mesures qu'il a prises après la crise des Gilets jaunes, notamment
il a repris cette mesure de défiscalisation des heures supplémentaires. C'est ce que reproche la Cour des comptes d'ailleurs dans ce rapport. Ils disent clairement que ça n'apparaît pas dans la loi de finances. Ça a été après, bien sûr. Il faut faire une loi de finances rectificative, donc il faut le préciser. Vous savez, on distribue... Sur, par exemple, l'histoire de la défiscalisation des heures supplémentaires, vous qui êtes un contempteur de l'impôt, ça devrait quand même vous satisfaire. Mais on fait ça depuis des années. On prend des mesures, des petites mesurettes. C'est pas assez. C'est pas assez. Il faut vraiment faire des réformes. Et puis, on fait des choses comme si tout se passait bien. Mettez une entreprise à la place de l'État, elle ne tiendrait pas quelques semaines. De l'autre côté, l'État n'est pas une entreprise. N'est pas une entreprise, mais il a quand même des comptes à rendre aussi, l'État, aux contribuables, par exemple. Sinon, ils partent tous, comme d'ailleurs on vient de le voir. Dans le collimateur des sages, il y a plusieurs institutions. On vient de parler d'EDF. Il y a également Radio France. Notamment où les sages pointent et dénoncent un surcoût autour de la réfection de la maison de la radio qui a été nettement plus élevé que prévu. Est-ce que, et les sages mettent en cause également la politique salariale et le temps de travail des salariés de Radio France. Est-ce que quand même ils ne sont pas sévères sur cette institution qui a quand même de bons résultats en termes d'audience, notamment France Inter ou France Culture qui a fait un très gros travail de reconquête d'audience? Juste un petit mot sur EDF. Je me suis amusé avant de venir à votre émission à faire une petite recherche sur le site de la Cour des comptes dans les rapports. Et d'ailleurs, on a fait un travail sur les rapports et les recommandations de la Cour des comptes. EDF apparaît une bonne dizaine de fois ces dernières années. Le comité d'entreprise d'EDF, les avantages et les privilèges d'EDF, les retraites des agents d'EDF. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Donc ce n'est pas étonnant. Voilà, exactement. Donc rien d'étonnant de voir tous ces privilèges. Pour ce qui est de Radio France, bon, l'année passée, il me semble, c'était France Télévisions dans le rapport de la Cour des comptes. Il suffit de comparer avec la BBC, c'est ce qu'on a fait à l'IREF. Les charges de personnel sont beaucoup plus élevées en France. On se demande s'il faut vraiment que les contribuables financent des radios, des télés publiques à l'heure de l'Internet, à l'heure où vous et moi, nous avons des dizaines de chaînes sur notre portable. Je vous invite en tout cas à regarder sur Internet. Et nous avons lu Le Figaro aussi. Et on se demande pourquoi financer tout cela. Ce qu'on disait, c'est que parfois, il y a des critères qui sont pris en compte par notamment la Cour des comptes, mais qui ne sont pas des critères qui peuvent s'appliquer à des journalistes. C'est ce que disait notamment notre confrère Renaud Girard. Mais si, il faut qu'elle s'applique, bien sûr. Pourquoi elle serait pas appliquée? On peut se poser en tenant compte des spécificités du métier. Alors, ce sont des spécificités, mais en même temps, où est la vraie concurrence, la concurrence juste, si vous avez des chaînes et des postes de radio qui sont financés avec l'argent public? Est-ce que vous avez regardé donc, le rapport de la Cour des comptes, vous avez regardé ses préconisations, est-ce que ces préconisations peuvent suffire à faire baisser la dépense publique comme vous le souhaitez? Alors, on n'y croit pas du tout. D'ailleurs, nous sommes pour une réforme. Non, vous croyez pas. Vous croyez peut-être pas à ce qu'il y ait une application, mais est-ce que si l'État rêvait, commençait à appliquer, est-ce que ça suffirait à réduire la dépense publique? À la marge, bien sûr, si on fait quelques. Donc ça ne suffit pas. Ce que préconise la Cour des comptes ne suffit pas. Ça ne suffit pas, sauf si on prend toutes les préconisations ces 10 dernières années. Peut-être ça va faire baisser les dépenses publiques. À l'IREF, nous avons fait une étude extraordinaire il y a quelques années. On a comparé, enfin, on a regardé les recommandations de la Cour des comptes sur une dizaine d'années et si elles ont été suivies ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte que seulement environ 50% des recommandations ont été suivies partiellement dans les rapports de la Cour des comptes. Donc ça fait 25%. Donc ça fait 25% à peu près. Mais si c'était à 100%, est-ce que ce serait... Si c'était à 100%, ça pourrait contribuer, mais... Mais ce ne serait pas suffisant. Ça serait le travail de la Cour des comptes n'est pas suffisant. Regardez les comparaisons des dépenses publiques par rapport à l'Allemagne et par rapport à d'autres pays. Ça c'est ce que fait l'État. Mais ma question, c'est est-ce que le travail de la Cour des comptes est suffisant, enfin, en tout cas, s'il était suivi, serait suffisant pour réduire la dépense publique? Ce ne serait pas suffisant, mais ce serait un pas en avant. Merci beaucoup, Nicolas Lecossin, pour ces premières précisions et pour ces réponses. Je signale, le Journal des Libertés, c'est la nouvelle revue que vous éditez, et qui est très intéressante et qui est à retrouver sur votre site, celui de l'IREF. Promis, juré, on le disait, le gouvernement promet de s'attaquer à la masse salariale de l'État, en particulier la réduction de 120 000 postes. C'est en tout cas ce qu'annonce, ce qu'assure Olivier Dussopt. Il est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Les 120 000 postes, c'est un objectif fixé par le Président de la République.
qui concerne à la fois les collectivités locales, et les chiffres d'évolution des dépenses de fonctionnement montrent qu'avec la maîtrise dont elles font preuve, il y a mécaniquement des non-renouvellements de départ à la retraite et une diminution objectif, c'est 70 000, des effectifs. Je pense que les collectivités locales tiendront cet objectif. L'État, pour sa part, se réorganise, se modernise, et à chaque fois que c'est possible, nous faisons des économies, nous réalisons des économies en ne remplaçant pas tel ou tel départ à la retraite. Je salue Jean-Yves Floriette, le commentaire qui nous rejoigne actuellement en direct sur lefigaro.fr, et je salue également Pierre Morel à l'huissier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député LR, élu de Lozère et secrétaire à l'Assemblée de la Commission des lois. Quand on entend Olivier Dussopt, comme on a entendu tout à l'heure Bruno Le Maire, on ne peut pas nier que le gouvernement se conforme, en tous les cas dans son discours, dans ses intentions, aux recommandations de la Cour des comptes. Ben heureusement. Sinon, à quoi elle sert, la Cour des comptes? C'était peut-être pas le cas du gouvernement précédent. La Cour des comptes, c'est une vieille machine qui a deux orientations. D'abord, analyser les comptes de l'État et juge des percepteurs, des comptables. Et donc, elle a son autonomie. Elle dit très librement ce qu'elle pense sur la situation économique et financière de ce pays. Et l'État doit en tenir compte. C'est une autorité indépendante. Ce que je dis, c'est que, par exemple, le gouvernement précédent n'ont pas forcément tenu compte et avait tendance peut-être à s'asseoir sur les recommandations. J'ai entendu Éric Woerth hier. On en reparlera, justement. Il dit il faut faire. J'aimerais bien qu'il fasse. Alors, justement, on y reviendra. Quel regard, vous portez sur ce rapport de la Cour des comptes ? Moi, j'ai toujours trouvé que la Cour des comptes était une institution qui investiguait dans la limite de ses pouvoirs. Et Didier Migaud a incontestablement donné une impulsion à cette institution. Le problème, c'est que je suis l'auteur d'un rapport sur l'évaluation des politiques publiques. On a intégré la Cour des comptes dans l'évaluation des politiques publiques, mais on s'aperçoit qu'elle n'est pas, à elle seule, susceptible d'analyser la réalité de ce que coûte telle ou telle action publique. Donc elle ne va pas assez loin, selon vous? Elle va pas assez loin et on voit les limites. Pourtant, elle est sévère. Elle est sévère, mais on voit même les limites d'investigation dans la machine administrative. Comment ça? Comment on les voit concrètement? Moi, je dénonce depuis longtemps l'omerta administrative. L'administration centrale, c'est-à-dire le bloc de toutes les administrations, de tous les ministères, on n'a pas les réponses. Même la Cour des comptes n'a pas toutes les réponses sur combien coûte un fonctionnaire d'autorité, qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'action publique sur telle ou telle politique publique. Aujourd'hui, combien coûte la politique en faveur du logement, combien coûte la politique de la santé. Ce sont des réponses que nous n'avons pas, nous parlementaires. Il y a la question d'un autre internaute d'ailleurs sur le Figaro.fr qui demandait que pensent ces messieurs de la Cour des comptes de la masse salariale que représentent nos hauts fonctionnaires et autres pantouflards. Les pantouflards, c'est-à-dire c'est des hauts fonctionnaires qui ont fait l'ENA, qui ont fait Polytechnique, qui devaient servir l'État et qui sont allés faire carrière dans le privé. Vous savez que l'organisation administrative française n'a pas changé depuis 1945. On a la même architecture. Aujourd'hui, combien coûte tout ça? Combien coûte un préfet dans un département? C'est justement la question que pose cet internaute. Combien? On ne le sait pas. Et la Cour des comptes ne s'intéresse pas à ça? Elle peut s'intéresser à cela, ce d'autant que depuis la révision de 2008, elle a dans son orientation, elle a l'évaluation des politiques publiques. Donc elle peut aller au-delà. Ça ne date pas de très longtemps. Donc je pense qu'il y a une évolution de la Cour des comptes, et moi je pousse à ça. J'espère qu'elle pourra investiguer de plus en plus. On ne sait toujours pas combien coûtent donc, tous ces hauts fonctionnaires et les pantouflards. Vous êtes un défenseur de la revitalisation des territoires. Vous avez signé une proposition de loi, il me semble, dans ce sens. Dans le collimateur de la Cour des comptes, il y a deux instruments qui servent à la revitalisation des territoires. Il y a les trains intercités, qui peuvent servir au désenclavement, ou qui relient de ville à ville, par exemple Bordeaux à Lyon, sans passer par Paris, comme ça, ou dans votre région, l'Occitanie, les stations thermales. Est-ce que quand même, parfois, il n'y a pas des visions de comptables étroits? Alors, comment vous répondre à cela? Je ne sais pas. La vérité, me dire la vérité, ce que vous pensez là, je suis en discordance par rapport à ce que dit la Cour sur les trains intercités. Pourquoi? Parce que la SNCF, c'est d'abord... Parce qu'effectivement, on n'est pas complètement à l'équilibre. Hein. Non, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à la SNCF. La SNCF nous dit... Est-ce que c'est aux contribuables de payer? La SNCF nous dit il y a des lignes inter qui coûtent cher. Elles sont déficitaires. Nous répondons à cela
ce sont des lignes d'aménagement du territoire. Nous créons les TET, c'est-à-dire les trains d'équilibre du territoire, et l'État prend sur son budget pour abonder le budget de la SNCF, pour que la SNCF dise « je continue à les entretenir, même si elles sont déficitaires ». Une forme de service public, finalement. La Cour des comptes dit « il faut faire passer ça aux régions ». Mais il n'y a aucune région aujourd'hui qui a la capacité budgétaire pour entretenir des lignes ferroviaires, ni la ligne, ni l'équipement ferroviaire. Donc, passer la patate chaude aux régions, ce n'est pas une solution. On a un problème d'aménagement du territoire en France, c'est à l'État de le faire. Et sur le thermalisme, je vois bien l'orientation objective de la Cour des comptes, ça coûte cher. Les communes qui ont des stations thermales ont des difficultés financières. C'est tout le problème de la valeur du thermalisme et de sa qualité thérapeutique, comme un peu l'homéopathie. C'est un sujet de société. Faut-il rembourser? Alors là, quand vous dites ça, c'est un gros mot. Faut-il aujourd'hui dérembourser le thermalisme? C'est la question qui est à poser. C'est peut-être une question qu'on pose et on aimerait bien avoir votre avis. Dernière question, Pierre Morel-A-L'Huissier, vous avez signé une proposition de loi pour créer un conseil chargé d'un audit général sur l'utilisation des comptes publics. Il me semblait que c'était le rôle de la Cour des comptes, ça, précisément. Oui, mais comme ça ne va pas assez loin, on a le président de la République, de manière un peu forcée, on ne pourrait pas dire plus, ouvre un débat. Pour que ce débat, alors on peut critiquer la représentativité des Gilets jaunes, etc., peu importe. Le débat est ouvert. Jusqu'au 15 mars, on met sur la table tout un tas de sujets. Mais pour arriver à analyser tout ça, il faut avoir la réalité des chiffres. Nous n'avons pas aujourd'hui la réalité des chiffres. Combien coûte une extension du pouvoir de la Cour des comptes, ça ne suffirait pas, par exemple? Non, parce que je pense que l'évaluation, c'est protéiforme. Il faut des institutions. Oui, parce qu'il faut du recours à des institutions experts privées. Il faut que c'est multiforme, l'évaluation. Je vous pose cette question parce que, justement, c'est la question d'un autre internaute du Figaro qui disait « Combien nous coûte cette Cour des comptes qui régulièrement rend un rapport qui ne sert strictement à rien, dont nos gouvernements se fichent. Elle n'a aucun pouvoir, elle ne fait que constater ce qu'une grande partie des citoyens voient tous les jours, à savoir la gabegie à tous les niveaux. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des économies à faire en fermant cette institution ?» Non. La Cour des comptes a une autonomie, elle a une objectivité, elle fonctionne en collégialité, elle analyse les comptes de l'État et elle nous met le doigt sur un certain nombre de difficultés, et en plus elle juge les comptables publics. Non, elle est très utile. Merci Pierre Morel-A-L'Huissier pour ces réponses et pour ces précisions. L'État doit-il plus suivre les recommandations de la Cour des comptes? C'est la question qu'on vous pose depuis hier soir sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Vous êtes 82% à nous répondre oui. Pourtant, justement, sur cette capacité à suivre les recommandations de la Cour des comptes, il y en a qui sont sceptiques, en particulier dans l'opposition. Éric Woerth qui trouve que le gouvernement ne prend pas les bonnes mesures. On l'écoute. Alors, ce n'est pas des économies, c'est une augmentation de la fiscalité. À partir du moment où vous supprimez une niche fiscale, vous faites payer plus d'impôts, donc c'est une augmentation de la fiscalité. La vraie réponse à la baisse de la fiscalité, c'est la diminution des dépenses réelles. Mais là, le gouvernement se garde bien de donner le moindre exemple, alors que c'est la clé. Il n'y a pas de pouvoir d'achat sans baisse des dépenses publiques. Il y a quand même quelque chose qui est assez piquant quand on entend les recommandations d'orthodoxie d'Éric Woerth. Je vous pose notamment la question à vous, Pierre Morel-A-L'Huissier. Même vous êtes député LR, même si vous ne siégez pas au groupe. Si vous ne siégez pas, c'est bon, on l'a entendu. Si on ne siège pas, vous ne siégez pas au groupe LR. La droite, quand elle était au pouvoir, et singulièrement Éric Woerth, quand il était ministre du Budget, n'a pas fait grand-chose sur la dépense publique. Oui, j'ai entendu son intervention à l'Assemblée nationale devant le président Migaud hier après-midi. Et à chaque phrase qu'il prononçait, je disais, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Aujourd'hui, il y avait un secrétaire d'État à la réforme de l'État auquel on ne donne pratiquement aucun pouvoir. Oui, et puis Woerth avait l'autorité sur la réforme de l'État. Il n'a rien été fait. Jean-François Copé, c'était sous Chirac. Oui. Et donc, à un moment donné, il faut que ces responsables politiques qui, je ne voudrais pas dire que tous ceux qui ont été ministres devraient laisser la place pour que ceux qui vous auriez fait mieux, peut-être. Je pense que j'aurais fait nettement mieux, avec un peu plus de conviction. Ça a le mérite de la franchise. Est-ce que, d'un autre côté, si ce n'est pas fait, c'est qu'on ne se heurte pas à des administrations, à des lourdeurs qui empêchent ces réformes, Guillaume Guichard? Oui, et puis juste une chose sur Éric Woerth.
en défense d'Éric Woerth, même si voilà, il y a des choses à redire évidemment, hein, c'est qu'il a été notamment ministre du budget pendant la crise justement de 2009 et qu'il avait autre chose à faire. Enfin, il avait malheureusement trop de choses à faire, j'imagine. Réformer les administrations centrales. En pleine crise. Ça pourrait se faire. Non, mais je veux dire, il y a une masse salariale dans cette administration qui est anormale. Oui, bien sûr, mais c'était un des rares qui a peut-être une bonne excuse pour faire moins que d'autres. Voilà. Vous partagez cette indulgence, Nicolas Lecossin? Oui, on aurait pu le faire, je pense, si on aurait pu le faire après la crise. Comme l'a fait Cameron en Grande-Bretagne. Ils ont vraiment coupé dans les effectifs de la fonction publique, ils ont baissé les dépenses. Juste après la crise, mais bon. Et puis après, la croissance est venue. Donc en France, on ne l'a pas fait. Mais on ne l'a jamais fait. Donc, je me demande d'ailleurs s'il n'est pas trop tard pour vraiment faire des réformes, une vraie réforme de l'État, baisser le nombre de fonctionnaires. Nous avons quand même 3 millions de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Jean-Pierre Robin, qui est un chroniqueur du Figaro, expliquait justement que, il me semble, donc c'était les inégalités, c'était les crises qui permettaient de réduire les inégalités. Si on pousse cette idée un petit peu plus loin, c'est qu'on a l'impression qu'en France, on ne fait que les grandes réformes après des grandes crises ou après des guerres. Ou alors on ne les fait pas du tout. Le problème, c'est qu'on nous dit pendant les crises, et c'est vrai qu'il ne faut pas forcément réformer et diminuer trop fortement les dépenses de l'État parce que sinon on aggrave la crise. Et quand la croissance revient, normalement c'est à ce moment-là, disent les organisations internationales, qu'il faut réformer. Mais en France, on nous dit, ben non, parce qu'on va casser la croissance si on réduit trop les dépenses de l'État. Donc du coup, on ne fait jamais rien. On va reprendre les questions des internautes et on va commencer par le commentaire qui s'exprime sur lefigaro.fr et qu'on salue puisque c'est un internaute régulier et qu'on remercie pour ses contributions. Pourquoi les rapports de la Cour des comptes ne sont-ils jamais suivis d'effets alors qu'ils semblent tellement réalistes ? Jamais suivi d'effet, ça reste. Il faut quand même relativiser. Même Nicolas Lecossin reconnaissait qu'à 25%, il pouvait être. Alors, les derniers chiffres de la Cour des comptes, parce que chaque année, dans leur rapport annuel, ils présentent le pourcentage de recommandations suivies. Et d'après eux, 70 et quelques % de leurs recommandations faites depuis 2007 ont été suivies. Après, il faudrait savoir quelles recommandations. Est-ce que c'est des recommandations juste d'organisation d'un tel service qui fonctionne mal ou est-ce que c'est... Et alors, surtout, c'est qu'elle ne donne pas, la Cour des comptes, elle ne veut pas donner de chiffrage, on va dire, des conséquences. On ne sait pas si le fait que certaines recommandations ont été suivies, cela a provoqué ou non des économies. Et ils ne veulent pas le chiffrer parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, on ne sait pas combien d'économies a généré la Cour des comptes en produisant ces conseils. El Comandante, c'est son surnom, nous dit « Cette Cour des comptes ferait mieux de signaler le manque de lutte contre la fraude fiscale et contre la corruption. Avec tout cet argent détourné, il y aurait largement de quoi renflouer nos caisses, payer nos dettes et faire tourner nos services publics. » Non, pas du tout. C'est pas son rôle d'ailleurs. Ce n'est pas son rôle. Et puis, mais est-ce qu'effectivement, avec l'argent des fraudes et de la corruption, on pourrait effectivement récupérer toute une partie de ce qui nous manque ? D'abord, il ne s'agit pas toujours de la fraude. Ce n'est pas parce qu'une entreprise délocalise